Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le chapitre numéro 2 avec les entrées-sorties numériques du DSP. Donc on va balayer un petit peu l'ensemble des registres pour configurer et utiliser les entrées-sorties numériques avec le DSP. Pour réaliser cette vidéo, je vais m'appuyer sur le support de cours que je vous ai imprimé, le fascicule du DSP, et puis Code Composer pour quelques exemples, et peut-être brièvement la liste des instructions. Ok, alors chapitre 2 du cours, les entrées-sorties numériques du DSP. Donc on va faire un bref petit rappel déjà sur les microcontrôleurs pour vous introduire un petit peu qu'est-ce qu'une entrée-sortie numérique et pourquoi est-ce qu'on en a dans le DSP. Donc petit rappel, hein, un microcontrôleur, c'est une structure électronique qui regroupe un microprocesseur, de la mémoire et des périphériques. Hein. Tout ça au sein d'une seule puce. L'intérêt, c'est de réduire les coûts de développement des cartes microprocesseurs, réduire l'espace occupé par l'électronique, hein, on a vu qu'elle est très faible, vous l'avez vu en TP, et réduire la consommation électrique et simplifier la mise en œuvre. Alors, les domaines d'application sont bien sûr divers et variés, comme je vous l'avais introduit dans le premier chapitre du cours. Donc les microcontrôleurs, ils renferment des périphériques très divers en fonction des applications pour lesquelles ils sont dédiés. On va trouver différents types de microcontrôleurs pour différents types d'applications. Alors qu'est-ce que c'est qu'un périphérique? Je vais citer des exemples. Hein. Les périphériques les plus courants qu'on va retrouver dans la majorité des microcontrôleurs sont les ports d'entrée-sortie numérique qu'on va voir ensemble, les interfaces de série asynchrones, UART, SCI, etc. Les interfaces de série synchrone, comme le SPI, des contrôleurs, I2C, CAN, USB, etc. Et un autre élément très important qui sont les compteurs pour la génération de PWM. Comme je vous l'ai dit, le microcontrôleur est une structure numérique, donc interagissant avec le monde extérieur qui lui est en analogique, on va bien naturellement retrouver des convertisseurs analogiques numériques. L'inverse n'est pas tout le temps vrai. Des convertisseurs numériques analogiques, vous en trouverez très peu. Mais il y a des microcontrôleurs qui en ont. Hein. Alors les microcontrôleurs, ils possèdent souvent des fonctions particulières permettant leur utilisation dans les systèmes embarqués à faible consommation d'énergie. Hein. Des modes de ralenti, de veille, de power down, on l'a vu par exemple avec l'instruction idle en assembleur. Le nombre de broches externes est réduit, hein, suivant les versions des microcontrôleurs pour réduire ces contraintes d'implantation et surtout pour des coûts de production. Du coup, si je paraphrase ça, ça veut dire que le nombre de broches d'un microcontrôleur est souvent plus faible que le nombre de périphériques dont il dispose. Alors comment est-ce qu'on fait pour se dépatouiller avec ça? Eh bien, on a un multiplexage des broches sur différentes fonctionnalités de périphériques. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser tous les périphériques en même temps dans le microcontrôleur. Alors quelques exemples de microcontrôleurs, vous avez la famille 8031, 8051 des 8 bits d'Intel, les 80C 196, les microcontrôleurs de chez Microchip que vous verrez beaucoup à l'UTBM, donc les PIC, et les Arduino qui sont basés sur des AVR ainsi que leur shield. Alors, il y a également un autre type de microcontrôleur qu'on appelle les DSP. Donc les DSP, ce sont des processeurs dédiés au traitement numérique du signal en temps réel. Du coup, ils possèdent plusieurs particularités. Ils possèdent des instructions spécifiques au traitement du signal, calcul de moyenne, de valeur efficace, de FFT, etc. Notamment par l'utilisation du multiplayer. Ils sont capables d'exécuter plusieurs fonctions en un seul cycle, du parallélisme, on a vu les décalages à gauche, à droite, les additions en même temps que les multiplications, des choses comme ça. Du coup, ils ont très bonne rapidité de transfert des données pour permettre un traitement en temps réel. Alors ces caractéristiques, elles sont permises grâce à une architecture spécifique qui se base sur le parallélisme et l'utilisation de bus multiples en interne. On a vu que notre DSP avait une architecture Harvard avec différents bus de données et d'adresses pour chaque mémoire programme, mémoire data qui sont utilisés. Donc les DSP sont utilisés principalement dans les applications de mesure, traitement du signal, télécommunication. Un petit exemple avec un schéma, alors j'ai fait exprès d'en prendre un autre, un TMS320C32, qui est une autre famille de chez Texas Instruments. Vous pouvez voir ici le nombre de bus de données et d'adresses qu'il y a. Donc il y en a, là encore c'est une architecture Harvard, cette fois-ci 3 bus au lieu de 2 dans le nôtre. Alors les principaux DSP qu'on va retrouver, les constructeurs, Texas Instruments, celui qu'on utilise, et Analog Device.
Maintenant, il y a aussi ST Microelectronics. Il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché sur ce type de produit. Donc on va zoomer un petit peu sur les DSP de contrôleur TMS 320 F28 330. Nous c'est le 5, mais on va mettre un X ici, parce que c'est toute la même famille. Donc ils associent des propriétés des microcontrôleurs et des DSP. Donc ils sont adaptés aux opérations de traitement du signal, possèdent des périphériques internes qui leur permettent de réaliser des mesures analogiques, donc par l'intermédiaire de convertisseurs analogiques numériques, des communications numériques, on va retrouver des ports d'entrée-sortie numérique qu'on va voir dans ce chapitre, interface SCI, SPI, CAN, I2C que vous verrez dans d'autres UV de l'UTBM, et du contrôle de convertisseurs statiques, hacheurs onduleurs, etc., etc., tous les types de convertisseurs statiques que vous pouvez trouver. Donc ce que vous verrez dans les UV d'électrotechnique. On identifie ici, donc à travers ce petit schéma là, différents circuits internes. Donc on va retrouver le microprocesseur, un convertisseur analogique numérique 12 bits, qu'on verra dans le chapitre suivant, des interfaces, donc SCI, SPI, CAN, un chien de garde, alors qu'en IF40 on le désactive. Des gestionnaires d'événements PWM timer, qu'on verra dans le dernier chapitre. Les entrées-sorties numériques qui nous intéressent ici, elles sont au nombre de 88. Donc il y a 88 entrées-sorties numériques paramétrables. Et puis de la mémoire ROM et RAM pour le programme et la data. Alors, pour pouvoir configurer ces différents périphériques, on a besoin de mémoire pour leur configuration. Donc on va utiliser des zones de l'espace mémoire data. Donc je vous ai mis les adresses ici, qui sont en fait partagées, où on va pouvoir aller lire et écrire dedans, et ça va directement configurer et ou utiliser le périphérique en question. On l'a découpé en plusieurs zones, cette zone mémoire, on les appelle PF0 pour périphéral 0, PF1, PF2, PF3, et vous voyez les périphériques associés par rapport à ces zones-là. Alors justement, on va aller dessus, le module d'expansion des interruptions périphériques. Donc, en plus des périphériques, on peut avoir jusqu'à 16 sources d'interruptions matérielles masquables. Donc, on les appelle interruptions de 1 jusqu'à 14, et il y en a deux autres, RTOS-int et DLOG-int, mais on ne les verra pas du tout en IF40. Avec chacun un niveau de priorité différent. Comment est-ce qu'on configure ça? C'est avec les registres IER et IFR qui permettent de gérer ces interruptions. Afin de simplifier l'interfaçage entre les périphériques internes et les entrées d'interruption, qu'on trouvera de int 1 à int 12, en fait, il y a un pré-câblage qui est déjà fait en interne dans le microcontrôleur et qui va vous permettre d'avoir une certaine priorisation des interruptions sans avoir à passer par de la configuration logicielle. Donc pour permettre la prise en compte de plus de 12 sources d'interruption matérielle, DSP il intègre donc un module de contrôle et de multiplexage. La fonction, c'est d'assurer l'aiguillage des 96 sources d'interruption provenant des périphériques vers les 12 entrées qui vont dans le CPU. Donc, qu'est-ce qui nous concerne nous? Eh bien, toutes les entrées-sorties numériques, les 88 possibles en fait, vous pouvez leur associer une des 14 interruptions qui sont disponibles dans le microcontrôleur. Alors, on y vient justement. Les entrées-sorties numériques. Vous me verrez très peu utiliser le terme entrée-sortie numérique. Vous me verrez beaucoup utiliser le terme GPIO, General Purpose Input Output, qui est le terme anglais en fait, et qui est celui qu'on va retrouver dans les différentes datasheets. Donc lorsqu'on apprend un langage informatique, une des premières instructions qu'on apprend, c'est l'affichage du Hello World à l'écran. Nous, dans le DSP, lorsqu'on apprend à coder avec le DSP, une des premières applications, c'est en fait d'allumer ou éteindre une LED avec un bouton poussoir. Donc pour réaliser cet allumage, c'est là qu'on utilise les entrées-sorties numériques du DSP. Donc je vous donne un petit schéma électrique ici. On voit que on a un bouton poussoir qui est relié avec soit à la masse, soit à une tension d'alimentation. Donc on a mis une petite résistance pour éviter l'effet court-circuit. On a un adaptateur E qui va être en fait un adaptateur analogique numérique qui va transformer cette tension-là en un nombre binaire 0 ou 1. Et on va faire rentrer cette information dans le DSP par du coup une entrée. Donc ça sera une GPIO configurée en entrée. Donc là j'ai choisi dans cet exemple GPIO 0. Donc elles ont toutes des nombres de 0 à 88. Et je voudrais allumer une LED. Donc on va faire l'inverse. On va définir une sortie du DSP. Donc ici GPIO 1 qui va traverser un adaptateur pour fournir la bonne tension.
quand c'est 0 ou 1 pour éteindre ou allumer la LED. Voilà, donc un petit exemple. Ici, notre DSP il est équipé de 3 ports d'entrée-sortie numérique. Alors il y a le port A où il y a 32 GPIO disponibles, donc de GPIO 0 à 31. Il y a le port B pour les 32 à 63 et il y a le port C pour les 64 à 87. Donc on retrouve les 88 broches. Alors, attention, les entrées-sorties partagent les mêmes broches qui ne peuvent avoir qu'une fonction sur les deux. Par ailleurs, pour réduire le nombre de broches circuit intégré, chaque broche d'entrée-sortie numérique est également partagée avec d'autres périphériques. Donc là, pour le moment, on a vu que les entrées-sorties numériques, hein, mais on verra au cours de l'UV d'autres périphériques internes. Eh bien, ce que vous avez, c'est en fait un aiguillage. Donc là, vous avez la sortie, là, sur ce schéma-là, qui est soit l'entrée ici, soit la sortie là. Hein. Enfin, c'est une entrée ou une sortie, ça dépend comment vous le configurez. Et en fait, ici, vous avez un aiguilleur où vous allez pouvoir l'aiguiller vers périphérique 1, 2 ou 3. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous voulez travailler avec une entrée-sortie numérique ou est-ce que vous voulez travailler avec d'autres entrées-sorties? D'accord? Donc tout ça va être réalisé logiciellement en programmant ce qu'on appelle des registres internes, des cases mémoire qui, par leur configuration, par leur valeur, en fait, choisissent une certaine configuration. Alors, je vais vous montrer ça avec le fascicule du DSP, pardon. Dans le fascicule du DSP, donc page 27 de votre fascicule, vous avez tout un chapitre sur les entrées-sorties numériques. Vous retrouvez ce fameux schéma, qu'on va voir à peu près dans le détail. Vous trouverez ici tout le nom de chaque registre qui configure et utilise les entrées-sorties numériques. Donc au lieu d'utiliser des adresses mémoire, hein, 0x, etc., tout comme on l'avait fait pour les variables, Toto, Tata, etc., là on va pouvoir utiliser des noms de registres. Alors ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de faire BSS, GPA, stérel, virgule 1, c'est déjà fait pour vous. En fait, dans le template que je vous ai passé, je vous ai donné un fichier où j'ai déjà fait tout ça pour vous. Donc j'ai configuré toutes les adresses en fait qui correspondent à ces registres-là. Donc vous pouvez directement écrire dans le code assembleur ces registres-là. Ok. Donc vous avez ici un tableau avec à gauche la syntaxe assembleur du registre, une description du registre, et à droite, on va commencer après ce chapitre-là à faire du C. Vous avez la structure, la syntaxe en C. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les broches sont multiplexées. Ça veut dire que pour une broche, une sortie physique, en fait, vous avez différentes fonctionnalités. Alors je vous en donne une. Ici, la GPIO 0, on va pouvoir choisir de travailler soit avec l'entrée-sortie numérique 0, c'est-à-dire GPIO 0, ou alors avec un autre périphérique qui s'appelle EPWM1A. Donc je peux choisir soit ça, jamais les deux, hein, bien sûr, c'est un aiguilleur. Comment je fais pour choisir? Eh bien, j'ai un registre interne qui s'appelle GPA-MUX1, et c'est un registre, c'est une case mémoire, hein, donc elle fait 32 bits, et dans ces 32 bits, ce registre-là est codé sur deux cases mémoire, hein, donc 2 fois 16 bits, ça fait 32 bits. Et dans ces 32 bits, eh bien, si je configure le bit 0 et le bit 1, si je mets 0 et 0 dedans, eh bien, ça configure la broche en entrée-sortie numérique. Si je mets 0 1 dedans, ça configure la broche avec le périphérique 1 qui ici est IPWM1A. Donc vous trouvez ici pour toutes les entrées-sorties numériques, de la 0 jusqu'à la 87, toutes les fonctionnalités que vous pouvez retrouver. Ok. Alors je reviens sur le cours et on va reprendre notre exemple. On va commencer par le côté bouton poussoir. Donc on voudrait programmer la lecture d'un bouton poussoir. Pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois configurer tous les registres ici pour que ma broche soit une entrée et qu'elle puisse lire l'information. Donc je vais devoir la configurer en entrée-sortie numérique. Donc avec la configuration de GPXMUX. Ensuite, je vais configurer est-ce que c'est une entrée ou est-ce que c'est une sortie avec GPXDIR. Et ensuite, je vais pouvoir configurer différentes options. Est-ce que je veux mettre des résistances de pull-up, de tirage par exemple, quelle est sa valeur, 0 ou 1, avec GPXDAT.
Ok. Les 4 registres à retenir. GPX-MUX pour choisir... alors, oui, je ne l'ai pas dit. Vous remplacez le X par le numéro du port. On va faire un exemple. Ici, j'ai choisi GPIO 0. Je vous ai dit tout à l'heure que GPIO 0, c'est le port A. Donc, on va utiliser GPA MUX 1, GPA DIR. Donc, GPA MUX 1 pour choisir le multiplexage, GPA DIR pour choisir la direction, GPA PUD pour choisir si je veux activer ou pas les résistances de tirage, et GPA date pour soit lire sa valeur si c'est une entrée, soit écrire sa valeur si c'est une sortie. Ok. Donc, quand j'utilise une entrée-sortie numérique, je dois toujours, pour la configurer ces 4 registres. Ok, donc on va programmer la GPIO 0 pour que ce soit une entrée. Donc la première chose à faire, comme je vous l'ai dit, c'est de la passer en entrée-sortie numérique, avec le registre GPA MUX 1 dans notre cas là. Donc GPX MUX N, X le numéro du port et N parce qu'il y en a 2 par port. Donc ça sélectionne la fonction de la broche, donc soit ce qu'on appelle la fonction primaire, c'est la sortie de périphérique, ou la fonction secondaire, c'est ce qu'on appelle l'entrée-sortie numérique. Donc elle s'effectue à l'aide de registres multiplexeurs. Hein. Donc il y en a 6 en tout, 3 par port, enfin 2 par port, GPA-MUX1, GPA-MUX2, GPB-MUX1, GPB-MUX2 et GPC-MUX1, GPC-MUX2. Alors là, vous ne prenez pas la tête, regardez. Je vous ai fait dans le fascicule du DSP, page numéro 30, le fameux schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous regardez le numéro de la GPIO que vous voulez utiliser, nous c'est GPIO 0. Et donc, pour configurer la GPIO 0 en entrée-sortie numérique, eh bien c'est le registre GPA-MUX1 et c'est les bits 0 et 1. Je prends un autre exemple, si je veux configurer la 25 par exemple, GPIO 25, je la vois ici. Pour configurer GPIO 25, je configurerai GPA-MUX2 et ça sera les bits 18 et 19 de GPA-MUX2, il faudra que je les mette à 0 pour la configurer en entrée-sortie numérique. Dans ce chapitre, on ne fait que ça. Hein. On ne configure jamais en fonction primaire, on fera ça dans les autres chapitres. Donc la broche GPIO, on l'a vu hein, dans le fascicule ici, elle a 2 utilités en fait, soit IPWM-AA, soit GPIO 0. Et dans la vraie datasheet, vous retrouverez dans le pinout, vous allez trouver ça en fait, GPIO 0 / EPWM-AA. Quand vous regardez des pinouts de microcontrôleurs, vous avez ça. Ça veut dire que c'est une broche multiplexée et que vous pouvez choisir entre ça ou ça. Et je dis bien ou, jamais et. Donc pour configurer la fonction primaire ou secondaire, eh bien, on prend le fascicule du DSP à la page décrivant la liste des broches multiplexées et puis on configure ça. Donc comment est-ce qu'on fait ça en assembleur? Je vais le faire sous code composer. Hop. Je vais donc utiliser le registre GPA-MUX1. La première chose que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser en adressage direct, je vais charger sa page. Alors là, il y a une petite nouveauté. Je me suis un petit peu trompé là, c'est move W, pas. Voilà, comme ça. GPA-MUX1, en fait, il est défini dans une... c'est pas là. Est-ce que je l'ai ici? Non, je l'ai pas là. Il est défini dans un fichier où il y a tous les registres que j'ai défini. Je vais essayer d'en ouvrir un, peut-être que je vais le trouver ici. Non, je ne l'ai pas dans l'exemple là, mais bon, c'est pas bien grave. GPA-MUX1 n'est pas défini avec un point BSS. Du coup, quand on charge la page, il ne va pas automatiquement prendre les 6 bits, les 16 bits de poids fort de GPA-MUX1. Hein, je vous rappelle, GPA-MUX1, c'est une adresse. Donc une adresse est sur 22 bits. Le DP, il faut le charger avec les 16 bits de poids fort de l'adresse. Or là, il ne va pas automatiquement le faire. Donc pour prendre les 16 bits de poids fort de l'adresse, je me décale à droite de 6. 22 décalé à droite de 6, ça me fait 16. C'est les 16 bits de poids fort. Hein? Alors si vous voulez pas trop prendre la tête, vous retenez la chose suivante. Lorsque je charge le DP avec move W, si l'adresse que je mets là est une variable que j'ai déclarée en BSS, je n'ai pas besoin de décaler de 6. Si l'adresse que je mets là est un registre interne, donc ce que je n'ai pas déclaré avec BSS, je me décale de 6. Voilà, c'est la règle à retenir. Ok, donc
GPA-MUX1, je vais ici configurer ces 16 bits de poids faible. Okay. Donc les 16 bits de poids faible, je peux utiliser move. Et puis, je veux les mettre à 0. Donc, je vais pouvoir mettre dans GPA-MUX1, ici, les bits 0 à 1 à 0. Alors, je pourrais faire ceci. Move, arrobase GPA-MUX1, virgule, dièse 0. Pour mettre, comme ça, on met 0 dans GPA-MUX1. Et donc, les bits 0 et 1 se retrouvent à 0. Le problème de faire ça, c'est que vous allez mettre tous les bits à 0. Donc, vous allez passer tout ça en entrée-sortie numérique. Or, dans mon programme, certes, je veux faire ça, mais les autres, ce n'est pas spécifié. Peut-être qu'ils peuvent servir à autre chose. Donc, je vais toujours partir du principe qu'on ne modifie uniquement que ces bits-là. Du coup, il faut trouver un moyen de modifier ces deux bits-là à 0 et de laisser les autres dans leur valeur intérieure. Ne pas y toucher. En fait, je voudrais forcer à 0 uniquement ces deux bits-là. Et si vous vous rappelez le TD numéro 1, on a fait ça. Comment est-ce qu'on force à 0 des bits? En réalisant un masque AND. Avec le masque AND, entre GPA-MUX1 et un masque ici qu'on va définir. Donc pour ne garder que ces bits-là, je fais un masque avec F, F, F et C. C, c'est 1, 1, 0, 0. Donc, je mets des 0 que dans les bits 0 et 1. Donc, je vais forcer uniquement à 0 ces bits-là. Le problème de faire ça, c'est que ça, on est d'accord que ça se fait dans l'accumulateur. Donc, pour pouvoir faire ça, je dois déjà charger GPA-MUX1 dans l'accumulateur. Pardon. Donc, l'accumulateur reçoit GPA-MUX1. Parce que je n'ai pas le droit de faire le AND avec ça. Vous regarderez dans les instructions. Forcément, le AND, on peut aller voir. Voilà. Le AND, c'est avec l'accumulateur et 16 bits. Forcément, l'accumulateur ici. Vous voyez ici, quand j'ai log 16, je n'ai pas... alors, si, c'est vrai, j'ai ceci. Ceci, ça pourrait marcher. Oui, c'est vrai que si je retire ce que j'ai dit, je ne vous l'ai pas montré, c'est pour ça, mais on pourrait le faire directement ici. Donc ce que j'ai écrit là est correct. Ce que j'ai écrit là devrait fonctionner. Bon, sinon vous faites comme ceci, vous le faites dans l'accumulateur. Ici vous n'oubliez pas le petit h pour dire c'est de l'hexa, et vous reprenez le résultat. Vous le remettez dans GPA-MUX1. Ça marche tout aussi bien. Donc ces trois lignes-là, je pourrais les remplacer par ceci, avec ce que je viens de dire. Voilà, au choix. Soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ceci, comme vous voulez. Ok. Sachant que ça, on ne l'avait pas vu avant, c'est pour ça que je ne voulais pas trop vous le montrer. Mais bon, pourquoi pas. Ok, moi je vais utiliser cette technique-là. Donc, en faisant ça, je viens de configurer GPA-MUX1, les bits 1 et 0, mis à 0. Donc, c'est la correction qu'elle a. Donc là, je viens de configurer la broche en entrée-sortie numérique. Maintenant, je veux y brancher un bouton poussoir. Je dois donc la configurer en entrée. C'est un autre registre qui me permet de faire ça. C'est le registre GPX. Donc, dans notre cas, la broche 0, A, GPA-DIR. Donc GPA-DIR, c'est un registre sur 32 bits. Chaque bit concerne une GPIO en fait. Et c'est pas compliqué. Si vous mettez 0 là-dedans, ça configure la pin en entrée. Si vous mettez 1 là-dedans, ça configure la pin en sortie. J'ai 32 bits dans mon port, donc j'ai 32 bits dans mon registre. Et donc chaque bit correspond à la GPIO correspondante. Vous trouverez également ce schéma hop, ici dans le fascicule du DSP. Donc ici, pareil, qu'est-ce que je vais faire? Pour mettre la broche GPIO 0 en entrée, je vais mettre un 0 dans ce bit-là. Et bien sûr, je vais essayer de ne pas toucher aux autres bits. Donc pareil, pour mettre un 0, je vais faire un masque AND. Cette fois-ci avec GPA-DIR.
Alors, quel va être ce masque N? Le masque N n'a besoin de forcer que le bit 0. Donc, je vais faire F, 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 E. E, c'est 1, 1, 1, 0. Donc, comme ça, je force uniquement le bit 0 à 0. Voilà. Petite remarque. Ici, j'ai copié-collé ceci. Donc, pour faire le end, hein, pareil. Donc, je vais utiliser la même technique. Vous avez vu, là, j'avais chargé la page. Là, je n'ai pas chargé la page. Vous allez me dire, il faut charger la page. Vous avez raison. Sauf que, je vous le dis, dans mon fascicule du DSP, hop, je suis dans le cours, pardon. On en était où? On en était là. Dans le fascicule du DSP, là, tous les registres que vous voyez là, qui sont tous les registres des entrées-sorties numériques, se trouvent sur la même page mémoire. Ça veut dire qu'il suffit de charger une des adresses au hasard ici, pour avoir accès à la page mémoire de tout ça. Donc c'est pratique. Vous chargez la page une fois au début et ensuite vous pouvez utiliser tous les registres des entrées-sorties numériques. Si vous utilisez un autre périphérique, il faudra recharger la page. Donc comme ça, tous les registres qu'on va utiliser, je charge qu'une fois la page au départ puisque c'est la même. Ils sont tous sur la même page. Ok, on continue. Donc là, je viens de configurer la broche en entrée en mettant un 0 dans GPADIR. Vu que j'ai configuré la broche en entrée, si je reprends mon petit schéma dans le fascicule du DSP qui est là, quand je configure la broche en entrée ici, je peux choisir d'activer ou pas une résistance de pull-up. Alors quel est l'effet de ça? Donc en fait, je vais activer ce petit interrupteur qui est là. Si j'active ce petit interrupteur, ici, la broche, en fait, je vais faire ce qu'on appelle un tirage à la masse. Donc, cette broche-là, quand la sortie vaudra 0, elle sera reliée via cette résistance ici, donc elle vaudra 5 volts. Et quand la sortie vaudra 1, pardon, pas la sortie, l'entrée. Lorsque j'applique 5 volts ici, vu qu'il y a 5 volts ici, il n'y aura aucun courant qui passe, et donc, lorsque l'entrée est à 5 volts, je vois un 0. Lorsque l'entrée est à 0 volts, je vois une différence de potentiel et je vois un 1. Ok? Donc quand j'active la résistance de pull-up, en fait, le 5 volts, ça fait 0, et le 0 volts, ça fait 1. Et quand je désactive la résistance de pull-up, donc ce circuit-là est ouvert, je mets 5 volts là-dedans, je vois un 1, je mets 0 volts là-dedans, je vois un 0. Attention, la résistance de pull-up ne sert pas juste à inverser les 0 et les 1 avec 5 volts et 0. Si votre capteur ici, on va reprendre le schéma, si votre capteur ici est branché, il faut qu'il soit branché d'une certaine manière pour qu'il amène le 5 volts ou le 0. Comment est-ce que ça marche ici avec le schéma que je vous propose là? Si je ferme ce bouton poussoir, ici j'ai 5 volts, ici j'ai une résistance vers la masse, et la tension qui est aux bornes ici de GPIO c'est 5 volts. Donc quand j'appuie dessus, je vois 5 volts. Quand je n'appuie pas dessus, je vois la masse. D'accord? Donc en fonction de ça et des résistances de pull-up, vous pourrez savoir si j'appuie sur le bouton poussoir, ça va me donner un 1 dans mon microcontrôleur ou un 0. Ou inversement en activant ou pas les résistances de pull-up. Ok, donc l'activation et la désactivation de la résistance de pull-up s'effectue à l'aide d'un registre qu'on appelle GPX-PUD. Donc pour nous le port A, GPA-PUD. Tout comme GPADIR, pour chaque GPIO, il y a une résistance de pull-up configurable, donc ici. 0 pour activer la résistance, 1 pour la désactiver. Attention, c'est inversé. 1, ça la désactive, 0, ça l'active. Ok. On va faire dans l'exemple, on va la désactiver. Donc on désactive la résistance de pull-up. Donc on va mettre à 1 le bit 0, parce que nous c'est la GPIO 0, de GPA-PUD. Donc pour faire ceci, comment est-ce qu'on fait? Masque END, je force à 0, et vous vous souvenez du TD numéro 1. Masque OR, je force à 1. Donc il suffit de faire un masque OR avec GPA PUD. Alors quelle va être la valeur de ce masque? Eh bien je vais forcer à 1 des bits là où je mets 1 des bits du masque. Ici je veux forcer ça à 1, je veux laisser tous les autres, je vais donc mettre un 1 et tout des 0. Donc 0, 0, 0, 1. Pas A, 1. Voilà. Ok. Et enfin, uniquement, enfin non pas uniquement pour les sorties, mais en configuration uniquement pour les sorties,
j'ai le registre GPA date. GPA date, eh bien c'est la valeur. C'est la valeur d'un GPIO. Est-ce que c'est un 0 ou est-ce que c'est un 1? Si vous configurez une sortie, vous allez imposer la valeur, vous allez écrire dans la valeur. Si vous configurez une entrée, ben c'est vous qui lisez la valeur. Là, je configure une entrée. Je ne vais pas avoir besoin de configurer GPA date. GPA date va être automatiquement mis à jour. Donc, vous avez vu un bit, une GPIO, à 0 ou à 1, en fonction de si je mets 5 volts ou 0 volts. Tout simplement. Donc, quand on lit un 0 dans ce bit-là, c'est que la pin est à l'état bas. Et quand on lit un 1, c'est que la pin est à l'état haut. Voilà, tout simplement. Donc, après avoir initialisé la GPIO 0 en entrée, le bit GPIO de GPA date est automatiquement actualisé. Alors, il est actualisé à chaque cycle d'horloge par la valeur qui est lue en entrée. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire, nous, ici? Notre configuration est maintenant terminée. Hein? Donc, voilà notre petit programme de configuration. On va l'appeler config, par exemple. Et donc, maintenant, pour pouvoir utiliser l'entrée, donc pour pouvoir lire la valeur de l'entrée, il suffit d'aller lire ce bit-là. Donc, on peut faire un petit comment ça s'appelle? Un petit programme qui va lire cette valeur. Donc, je vous propose de faire ça. On va l'appeler lecture port. On va faire un autre sous-programme. LC lecture port. Et puis, ce qu'on va faire, c'est lire la valeur et on va la mettre dans une variable qu'on va appeler état BP. État BP pour état bouton poussoir. On va mettre un T à état. Voilà. Cette variable, c'est juste un bit, donc je vais réserver un mot, ça me suffira amplement. Donc on y va. Je vais faire mon sous-programme qui s'appelle état BP, qui s'appelle lecture port. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller lire la valeur dans GPA date. Donc, je vais charger la page de GPA date. Move WDP dièse GPA date. Hein, je vous rappelle, là, je suis dans un autre sous-programme. C'est pas parce que j'ai mis la page ici. Quand je retourne ici, hein, la page, elle a disparu. C'est une autre page. Hein, avec la commande, l'instruction LC. Voir ma vidéo partie 4 du chapitre 1. C'est un registre interne, je me décale de 6 à droite. Alors, dans GPA date, il y a 32 bits. Moi, il n'y a que le bit 0 qui me sert. Donc, en fait, on va isoler le bit 0. Comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on va mettre ça dans l'accumulateur avec un move. Donc, move, ça déplace que 16 bits. Hein. Donc, si j'écris ça, ça va uniquement mettre les 16 bits de poids faible de GPA date. Mais c'est ce qu'on veut puisque... Il est où? Il est là. Nous, si 16 bits de poids faible, c'est ça. L'information qui nous intéresse, elle est ici. Donc, les 16 bits de poids fort ne nous intéressent pas dans ce cas précis. Donc, j'ai pas besoin de... Je peux déplacer simplement avec un move. Si vous voulez les poids forts, là, si par exemple c'est le bit 27 qui vous intéressait, vous faites un move et vous décalez à gauche de 16, comme ça. Comme ça, vous récupérez le poids fort de GPA date. Ok. Donc là, il est dans l'accumulateur. Donc dans l'accumulateur, je veux uniquement récupérer le bit 0. Donc pour récupérer uniquement le bit 0, je vais faire un masque pour forcer tous les autres à 0. Comme ça, ça me fera soit 0, soit 1 dans l'accumulateur, suivant s'il est nul ou s'il vaut 1. Donc pour forcer tout ça à 0, sauf ce bit-là, on va faire un masque AND entre l'accumulateur et 0, 0, 0, 1. Donc ça force tout à 0, sauf le bit 0. Ça conserve sa valeur avec le 1. Donc c'est ce que je vais faire ici. Le résultat, il est dans l'accumulateur. Donc dans l'accumulateur, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai 0 si j'ai 0 volt sur la broche. J'ai 1 si j'ai 1 volt sur la broche. J'ai plus qu'à prendre ce résultat et à le mettre dans état BP. Je vais charger la page avant avec un move WDP dièse état BP. Et là, je fais move arrobase état BP virgule ACC, pardon. Voilà. Et j'ai terminé. Je viens de lire la valeur et de le mettre dans état BP. Voilà ce petit sous-programme. Alors, malheureusement, je ne peux pas tester ce sous-programme. Pourquoi? Parce que moi, dans ma carte, GPIO 0 n'est pas relié à un bouton poussoir. D'accord?
Mais vous inquiétez pas, on a deux autres boutons poussoirs là sur la carte. On les utilisera en TD pour faire des exemples. Mais c'est pas les GPIO 0, c'est les GPIO 19 et 34 de mémoire. Je suis pas sûr, faudra qu'on regarde ensemble. Ok. Alors, avant de sauter sur cet autre exercice, on va quand même regarder ce qu'on vient de faire. Hein. Je reprends le schéma. J'ai désactivé les résistances de tirage. Donc on est d'accord que quand il y a 5 volts ici, j'aurai 1. Quand il y a 0 volts ici, j'aurai 0. Quand j'appuie sur le bouton poussoir, je branche 5 volts. Donc quand j'appuie, je verrai un 1. Et quand je relâche le bouton poussoir, je verrai un 0. Voilà comment est configurée mon entrée. Ok. Alors l'exercice principal, c'était configurer un bouton poussoir, mais aussi configurer une sortie, GPIO 1 en sortie. Donc, si je veux initialiser la GPIO 0 en entrée et la GPIO 1 en sortie, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois compléter mon programme ici. Donc là, il y a uniquement l'entrée par la sortie. Alors, la sortie, c'est la GPIO 1. Et si je vais prendre mon fascicule du DSP à la page 30, là, voilà. La GPIO 1, elle est juste à côté de GPIO 0. Donc, elle est également dans GPAMUX 1. Donc je vais en profiter, ici, je vais modifier mon programme pour configurer et en même temps l'entrée avec la 0 et en même temps la sortie avec 1. Donc regardez, ici en entrée-sortie numérique, j'avais mis les deux premiers bits, 0 et 1 à 0. Bah là je vais mettre, hop, ces 4 bits là. Donc C va devenir 0. Okay, donc je mets 0, 0 là-dedans pour la GPIO 0, 0, 0 là-dedans pour la GPIO 1. Ici, je faisais un masque AND pour mettre dans GP à dire là, dans GP à dire un 0 ici. Pour configurer celle-là en sortie, il suffit de mettre un 1. Donc, à la suite du masque AND, je peux faire un OR dièse 0002 pour faire 0, 1, 0, 0 et mettre celle-là à 1. Donc là, je force celle-là à 0, ensuite celle-là à 1. Donc celle-là à 0, celle-là à 1, et toutes les autres, elles sont conservées. Donc là, je mets la sortie, là, je mets l'entrée dans la direction. Et puis, dans GPAPUD, eh bien là, en fait, j'ai rien besoin de faire parce que les résistances de terminaison, elles ne concernent que les entrées, en fait. Donc voilà, je viens d'écrire la configuration. J'étais où? J'étais dans ça. Voilà. Je viens d'écrire un sous-programme. Alors, je ne l'ai pas appelé initport, je l'ai appelé config, moi. Ok. Bon, on peut l'appeler initport. Voilà. Comme ceci. Donc, on a écrit initport pour mettre la GPIO en sortie, la GPIO 0 en entrée. Et puis, je vous propose un dernier petit exercice. Écrire le sous-programme LED qui doit allumer la LED, qui est relié à GPIO 1. Si on a lu le bouton poussoir à 1, donc état BP est égal à 1. Ok. On va l'appeler comment ce sous-programme? LED. Voilà. Donc on va faire LC LED. On fait un nouveau sous-programme qu'on appelle LED. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir besoin de regarder état BP. Donc je vais charger la page de l'état BP, move WDP virgule dièse état BP. Ensuite, je vais regarder est-ce qu'il vaut 1 ou est-ce qu'il vaut 0. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, je vous propose d'utiliser la variable tbit. Tbit, qu'on a vu précédemment. Tbit, arrobase état BP. Et dans état BP, le bit qui m'intéresse, c'est le bit 0. On va tester le bit 0. Si le bit 0 vaut 0, c'est qu'état BP vaut 0. Si le bit 0 vaut 1, c'est que l'état BP vaut 1. Je vous rappelle, tbit place la valeur du bit dans TC. Et on va pouvoir faire ceci. Qu'est-ce qu'on fait? On met la GPIO 1, 6 allumé, le GPIO 0. Ok. Donc on va faire un BF pour un branchement conditionnel. On va aller à allume si TC est égal à 1. Si TC est égal à 1, je vais sauter à allume. Si je ne saute pas, si j'arrive ici, c'est que TC est égal à 0. Donc que état BP est égal à 0. Donc que je n'ai pas appuyé sur le bouton poussoir. Donc je dois éteindre la LED.
Pour éteindre la LED, comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais modifier GPA date et je vais mettre le bit 1 de GPA date à 0. Je vais donc utiliser GPA date. Je vais donc charger sa page. Move W, DP, dièse, GPA date. Et pour forcer à 1, je vais le mettre dans l'accumulateur. Move ACC, arrobase GPA date. Je vais faire pour le forcer... pardon. Là, on le force à 0. On veut éteindre. Donc, on va faire un masque end entre l'ACC et... Alors, on va faire un masque n pour mettre celui-là à 0. Tous les autres, on les laisse dans la valeur. Donc, ça va faire 1, 1, 0, 1. Ça fait D. Donc, je fais un masque end avec F, 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 D. Le résultat est dans l'accumulateur. Je le prends. Je le remets dans GPA date. ACC. Voilà. Donc, pour rappel, hein, si vous n'avez pas envie de faire ces 3 étapes comme moi, vous pouvez faire directement ceci, je vais le mettre en commentaire. End, arrobase GPA date, virgule, dièse 0, FF, FFFD, petit h. Ça remplace les 3 lignes. Ouais. Ok. Et si c'est pas le cas, alors ici on va mettre LRET. Et là je vais mettre allume. Je vais vous montrer autre chose. Ouais. Moi je vais vous montrer les deux trucs. Allume, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. On met GPA data 1. Alors là, bah pareil, si on arrive ici, c'est qu'on a sauté de là à là. Donc là, on avait chargé la page d'état BP. Il faudrait que je recharge la page ici. Juste là. Je vous propose de plutôt faire ça. C'est plutôt malin. Juste ici. Avant de sauter, je charge la page. Comme ça, si je saute pas, j'ai déjà la bonne page. Si je saute, j'ai déjà la bonne page aussi. Et ici... Comme on met à 1, on va faire un masque OR avec 0, 0, 2. Pourquoi 2? Ici, j'aurai 0, 0, 0, 2. Et ici, je fais un masque OR. Pourquoi 2? Eh bien, parce que ça me fait 0, 0, 1, 0 pour forcer à 1 uniquement celui-là et garder la valeur de tous les autres. Voilà. Et là, j'ai terminé. Arrête. Alors, petite remarque. Donc vous avez compris, hein, en fait, je regarde état BP, en fonction d'état BP, soit je vais faire ce bout de code-là, soit je vais faire ce bout de code-là. Quand je fais ce bout de code-là, ici je mets LRET, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que je continue à lire en dessous, parce que sinon ça va mettre un 0, puis ensuite ça va mettre un 1. Donc ici j'ai fait LRET. Mais il y a des fois où vous voudrez faire d'autres choses avant de faire LRET. Ici, vous pouvez faire LB, et n'importe quoi, je vais appeler suite par exemple, et mettre suite ici. Ça fait la même chose. Donc ça va venir ici, tac, 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 tac. Là, ça va sauter cette partie-là pour venir là et faire le LRET ici. Donc là, vous pouvez continuer à faire du code. Ok, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Voilà pour ce petit programme qui allume la LED lorsque l'état BP est égal à 1. Donc voici comment est-ce que on travaille avec les entrées-sorties numériques. Je résume un petit peu. Les entrées-sorties numériques, il faut les configurer. Il y a 4 registres internes de configuration. GPX MUX N, en fonction du port X, A, B C, ou C. Et pour chaque port, il y a MUX 1 et MUX 2. Pour savoir lequel utiliser, il suffit d'aller voir page numéro 30, la GPO que vous utilisez, et vous en déduisez les bits de GPX MUX N que vous utilisez. Deuxième registre, la direction. GPX dir, 0 en entrée, 1 en sortie. Troisième registre, si vous utilisez des entrées, les résistances de pull-up. GPX PUD, 0 je l'active, 1 je la désactive. Et enfin, quatrième registre,
GPX date. Si vous êtes en sortie, vous le configurez avec l'état de la sortie. Si vous êtes en entrée, vous lisez cette valeur pour lire l'état de l'entrée. Alors, associé à ça, on trouve des registres ici, GPX 7, GPX clear, GPX toggle, qui permettent de forcer à 1, de forcer à 0 ou d'inverser. Okay. En fait, ça agit directement sur GPX date. Je vous ferai des exemples en TD. Voilà. Alors, ensuite, j'ai plusieurs exercices que je vais vous laisser faire à la maison. Et peut-être que je vais faire plutôt... Voilà. Donc, c'est pour ce cours-là, je vous propose qu'on s'arrête là. Et je ferai, si besoin, une vidéo de correction pour des exercices. Donc, je vous en ai mis plusieurs. On va les regarder ensemble vite fait quand même. Un premier exercice qui demande de donner la configuration des ports d'entrée-sortie. Donc, cette fois-ci, je vous ai écrit un code. Dites-moi quel est l'effet de ce code-là. Ok. Je vous rappelle, un move L, c'est pour charger directement les 32 bits. Là, dans mon exemple précédent, j'ai chargé les 16 bits, mais si je veux, je pourrais directement charger les 32 bits de l'accumulateur. Ensuite, un autre exercice avec un petit bouton poussoir. Et cette fois-ci, au lieu de détecter un 0 ou un 1, je vais détecter un front, montant ou descendant. C'est un bon exercice que je mettais en médian, par exemple. Et un exercice cas d'application avec un afficheur 7 segments, où on utilise des entrées-sorties, enfin des sorties là en l'occurrence, pour pouvoir aller afficher des nombres sur l'afficheur 7 segments. Et un autre cas d'application typique, c'est un clavier, où là on va utiliser les entrées pour lire la valeur du clavier. Ok. Enfin, je vous en ai mis encore un autre, qui est la réalisation d'une conversion parallèle vers série, où on utilise un seul GPIO pour envoyer des données, alors qu'en entrée, on en a 8 pour lire la valeur. Ok. Je vous laisse regarder un petit peu ces exercices et à les faire. Je ne sais pas si je vais tous les corriger, ou en tout cas je les corrigerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me demander, je peux faire des vidéos pour vous, si vous désirez que je rentre dans les détails dans certains exercices. Voilà. C'est tout pour ce chapitre sur les entrées-sorties numériques. Donc il est prévu bien sûr un TD là-dessus, et un TP complet également là-dessus. Donc vous avez vu, 3 registres de configuration et un registre où on pilote, soit en sortie en écrivant le 0 ou le 1, soit en entrée en lisant le 0 ou le 1 pour lire la valeur. Voilà, je vous remercie.